La société civile Alerte RDC plaide pour la tenue urgente d'une table ronde impliquant tous les Congolais actifs en vue de traiter définitivement la question de l'insécurité à l'est du pays et lever des options sur le social des Congolais. Jeff Pambi, coordonnateur de Alerte RDC, invite par ailleurs le chef de l'État, garant de la nation, à prendre une décision courageuse quant à ce. Jeff Pambi au micro de Lens Mouzama. Quand je m'adresse au chef de l'État sur cette question, je le fais de manière très responsable en disant au chef de l'État, comme le garant de la nation, qu'il ne doit pas attendre que la situation pourrisse encore davantage, parce qu'elle est déjà trop pourrie. Et que tout ce que nous vivons aujourd'hui, les morts qui vont s'accumuler et la destruction de notre pays qui va s'accumuler, l'exploitation de nos ressources, l'exploitation illicite de nos ressources et qui va s'accumuler, tout ça, s'il y a une personne qui devra répondre à ça, c'est le président de la République. Alors, il doit écouter la voix de la raison, il doit prendre la mesure de la chose et comprendre que ce n'est pas son conseiller X ou Y, ce n'est pas son ministre ou son directeur de cabinet qui répondra devant l'histoire, c'est seulement Félix Antoine Tshisekedi, dont le nom sera coché sur la page de l'histoire pour dire ce qu'il aura fait pour que son pays soit sauvé ou que son pays sombre. Donc, mes encouragements au chef de l'État sont toujours les mêmes et ne changeront jamais, que le président soit responsable, seul responsable devant la nation, devant Dieu et devant sa conscience, pour comprendre que la situation est très mauvaise et que c'est à lui que revient la responsabilité de décanter cette situation en appelant autour de lui, avec le mécanisme qu'il mettra en place, ses compatriotes, frères et sœurs, même si nous avons des divergences d'opinion par moment, ce n'est pas ça qui nous arrachera notre droit de fraternité, de famille. Donc, il faudrait que le chef de l'État se surpasse. Un chef de l'État n'agit pas sur base des émotions. Il faut qu'il se surpasse en bon père de famille et qu'il comprenne que la vie de cette nation est entre ses mains. Bonjour, vous êtes coordonnateur de Alerte RDC. D'ici là, nous allons vers un accord de paix. Le Rwanda et la RDC, par l'intermédiaire de l'Angola, va signer un accord de paix. C'est quand même une bonne chose pour notre pays, en fait, de mettre fin à la série de tueries dans la partie est de notre pays. À moins qu'on élise des documents différents, moi, je ne pense pas que le 9 ou le 10, si je ne m'abuse, ce sera la signature d'un accord. Ça sera plutôt la négociation d'un accord. Il y a une nuance très importante là-dedans. Et cette négociation d'un éventuel accord sera la conséquence de toutes les discussions qui ont eu lieu ce dernier temps. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir ces discussions qui ont eu lieu ces derniers temps ont-elles concerné quoi exactement? En aucun moment, ils n'ont parlé de la situation dramatique que vivent nos populations de l'Est. Ils n'ont parlé que de la sécurisation du Rwanda, en essayant de trouver voies et moyens de neutralisation des FDLR. Mais en neutralisant les FDLR, le gouvernement rwandais et les institutions rwandaises se sentiraient sécurisées. Mais qu'en est-il de nos populations? Parce que nous, en tant que Congolais, ce qui nous importe, ce n'est pas d'abord la sécurité des institutions rwandaises, mais c'est la sécurité de nos populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont signé ce qu'ils ont appelé un cessez-le-feu que le Rwanda a signé. Y a-t-il eu cessez-le-feu sur le terrain? Non. Parce que depuis qu'ils ont signé ce cessez-le-feu, faites le compte, vous verrez combien de localités sur terrain ont été prises par des forces négatives qui sévissent dans cette partie de notre pays. À quoi aura servi l'implication du Rwanda dans tout ça? À quoi aura servi le mot du Rwanda si vraiment vous pensez que le Rwanda est un allié fiable comme vous l'appelez? Puisque vous parlez de cessez-le-feu, si les cessez-le-feu ne sont pas respectés, c'est puisque les terroristes du M23 ne reconnaissent pas ces assises de Rwanda. C'est le Rwanda qui représente les rebelles, étant donné que ces rebelles ne reconnaissent pas ces assises. Absolument. Donc, c'est-à-dire que toutes ces négociations ne valent rien parce que le Rwanda a décidé d'un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu qui a commencé le 4, si je ne me trompe, de ce mois-ci à minuit, c'était un dimanche. Le 4 août. Sur terrain, il y a quoi? Malgré que le Rwanda a signé, malgré que le fameux M23 est, vous dites, soutenu par le Rwanda. Moi, je dis
et le Rwanda. Mais le Rwanda a signé, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas? C'est-à-dire que ces négociations que vous faites au Rwanda sont mal orientées. Moi, je ne sais pas si ces gens qui nous dirigent savent qu'il s'agit de la vie des populations, des personnes humaines congolaises, et qu'il s'agit de l'intégrité du territoire national congolais. Ouais, justement, par rapport à ça, lors de la 3e réunion ministérielle à laquelle a pris part notre ministre des Affaires étrangères, la question était beaucoup basée sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, mais et la République démocratique du Congo a des exigences, notamment les retraits sans condition des forces rwandaises sous les sols congolais. Et alors, vous considérez les forces, le M23 qui est en train de servir comme des unités rwandaises ou comme des unités congolaises soutenues par le Rwanda? Et quel sera le fait? Et qu'est-ce qui vous garantit qu'une fois les unités de l'armée rwandaise, entre guillemets, sorties de notre sol national, que le Rwanda ne continuera pas à soutenir le M23? Quelle garantie vous avez? Et que deviendront ces M23? Avons-nous la capacité militaire nécessaire aujourd'hui de pouvoir nous attaquer à ces forces-là et les neutraliser? Moi, je pense qu'il faut bien orienter la chose. Il faut commencer par détecter notre problème réellement et voir dans quelle mesure nous pouvons y apporter des solutions idoines. Justement, puisque vous dites détecter les problèmes, quel est ce problème réel que le Congo connaît aujourd'hui? Le problème est que l'État n'existe pas au Congo. On ne voit pas l'existence de l'État et l'armée est faible aujourd'hui parce que l'armée n'a pas de moyens nécessaires pour pouvoir faire face à sa mission régalienne qui est de sécuriser l'espace territorial national. Et ça, nous le voyons par les gesticulations que le gouvernant, depuis un certain temps, font. Tantôt, ils font appel aux agresseurs de notre pays, dont l'Ouganda et les autres États de l'Afrique de l'Est, pour venir sécuriser leurs victimes. Ils nous tuent, ils tuent nos familles, mais on va les chercher pour qu'ils viennent sécuriser. Et à la fin, on se rend compte qu'on était dans l'erreur et on renvoie ces forces-là chez elles, mais ces mêmes forces-là renvoyées, elles sont encore d'une façon ou d'une autre toujours présentes chez nous. Ça ne se fait pas comme ça. On doit réellement se mettre assis, réfléchir sur la question de notre pays, sur tous ces angles, notamment l'angle sécuritaire, l'angle social, l'angle politique et tous ces angles-là pour pouvoir poser de nouveaux jalons qui vont sous-tendre le fonctionnement d'un État réel. Sinon, la mise en place d'un État fort dans notre pays, combien de villages ont été pris ces dernières heures? Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de saluer ou d'applaudir un soi-disant cessez-le-feu. À quoi est-ce que ça aura servi? Adressons le problème clairement et adressons-le avec tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire sans complaisance, pour que nous puissions sauver notre pays. Vous l'avez commencé à demander depuis longtemps en tant qu'alerte. Vous avez même placé un plan de contingence pour essayer un peu de réguler ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les voix s'élèvent. Tout le monde demande une table ronde. Comment est-ce que cela pourrait se passer? Puisque même la MOUCA qui n'acceptait pas, la MOUCA aujourd'hui exige une table ronde. C'est ça qui est un peu regrettable chez nous. C'est-à-dire que les gens ont une lenteur intellectuelle. Les gens ne savent pas projeter et c'est ça qui est difficile chez nous. Alerte a compris, après réflexion, qu'il n'était pas possible de tenir les élections dans ce pays en décembre 2023. Parce que si on allait dans cette aventure, on mettrait le pays à feu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ainsi que Alerte en avait appelé aux uns et aux autres, en mettant au centre de l'action principale le chef de l'État qui est le garant de la nation, pour que l'on arrête cette aventure soi-disant électorale de 2023 qui a coûté $1,5 milliard. Donc jusqu'aujourd'hui, Alerte va se lancer dans des opérations pour que, qu'on le veuille ou non, il doit y avoir audit de ces fonds. $1,5 milliard, ça va pas enfumer comme cela. Donc, on va passer procéder par ça l'audit, mais les élections n'ont pas eu lieu. Il y a eu ce qu'il y a eu, et par conséquent, on a des animateurs des institutions dont la légitimité est douteuse. Autre conséquence, le pays ne marche pas. Il nous a fallu combien de mois pour mettre en place les institutions? Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore finalisé la mise en place des institutions à tous les niveaux. Alors, cette mandature sera de quelle durée? Il y a des coins de notre pays où les élections attendent encore, notamment à Yakoma et à Massimanimba, je ne sais pas si ailleurs. Et quand est-ce qu'il y aura ces élections? Il paraîtrait que la CENI demanderait 50 et quelques millions de dollars encore pour pouvoir organiser les élections au niveau communal. Vous voyez un peu dans quel imbroglio on nous a placés. C'est-à-dire, il faut s'arrêter un moment. Il faut avoir le courage et la volonté de s'arrêter, examiner la situation proprement telle qu'elle est, sans état d'âme, et jeter de nouvelles bases
pour la stabilité de notre pays. Examiner la situation, s'il faut parler de dialogue, quand est-ce que cela pourrait être convoqué? Et la question que je vous ai toujours posée, qui va convoquer les dialogues en question? Puisque l'Église catholique avait soumis la question au président de la République. Le plus tôt serait le mieux. Ça, c'est d'abord ce que j'ai dit. Le président peut user de toutes les prérogatives qui lui sont conférées par la Constitution et les lois du pays, et évoquant la nécessité et la situation que vit le pays aujourd'hui pour tout arrêter. Et en arrêtant tout, on mettrait en place un mécanisme. Il n'y a pas de question sur qui doit convoquer de telles assises, même si l'État n'existe pas de manière fonctionnelle, mais il y a quelqu'un qui représente la nation, qui symbolise la nation et qui est le garant de cette nation. Et cette personne, c'est le président de la République. Il lui revient donc au président de la République de mettre en place un mécanisme préparatoire d'abord. Parce que dans ces dialogues-là, avec tout ce qui se dit, avec l'excès des zèle dont certains font preuve dans notre arène socio-politique aujourd'hui, on risquerait de tomber dans une situation où on appelle à un dialogue et puis il y a un camp qui boycotte. Si le préalable ne sont pas convenus. D'où il est nécessaire que le chef de l'État use des intelligences et tous les moyens dont il dispose pour que des travaux préliminaires soient amorcés, et je conseillerais au chef de l'État de pouvoir s'appuyer plus sur la société civile plutôt que des politiques qui sont intéressés pour éviter le conflit d'intérêts. Et avec la société civile, nous savons que nos pères de confession religieuse, notamment l'Église catholique, a fait ses preuves dans ces genres de négociations. Et moi, je ne verrai aucun inconvénient si la société civile, aux côtés des pères de l'Église catholique en l'occurrence, si nous pouvons nous mettre tous ensemble et réfléchir sur des voies et moyens de pouvoir convoquer ces assises-là par le président de la République, bien sûr. La République démocratique du Congo est réputée attendre que la situation pourrisse avant de passer à quelques résolutions. Vous ne serez pas confie si vous entendez que ces dialogues soient convoqués en 2028, puisqu'on attend aussi la fin du régime avant que les Congolais se mettent ensemble. C'est ce que j'ai souvent dit. Quand je m'adresse au chef de l'État sur cette question, je le fais de manière très responsable en disant au chef de l'État, comme le garant de la nation, qu'il ne doit pas attendre que la situation pourrisse encore davantage, parce qu'elle est déjà trop pourrie. Et que tout ce que nous vivons aujourd'hui, les morts qui vont s'accumuler, la destruction de notre pays qui va s'accumuler, l'exploitation illicite de nos ressources et qui va s'accumuler, tout ça, s'il y a une personne qui devra répondre à ça, c'est le président de la République. Alors, il doit écouter la voix de la raison, il doit prendre la mesure de la chose et comprendre que ce n'est pas son conseiller X ou Y, ce n'est pas son ministre ou, je sais pas moi, son directeur de cabinet qui répondra devant l'histoire, c'est seulement Félix Antoine Tshisekedi, dont le nom sera coché sur la page de l'histoire pour dire ce qu'il aura fait pour que son pays soit sauvé ou que son pays sombre. Mes encouragements au chef de l'État sont toujours les mêmes et ne changeront jamais, que le président soit responsable, seul responsable devant la nation, devant Dieu et devant sa conscience, pour comprendre que la situation est très mauvaise et que c'est à lui que revient la responsabilité de décanter cette situation en appelant autour de lui, avec le mécanisme qu'il mettra en place, de ses compatriotes, frères et sœurs, même si nous avons des divergences d'opinion par moment, ce n'est pas ça qui nous arrachera notre droit de fraternité et de famille. Le chef de l'État n'agit pas sur base des émotions. Il faut qu'il se surpasse en bon père de famille et qu'il comprenne que la vie de cette nation est entre ses mains. Alors, M. Jeff Pambi, nous sommes à la fin de notre entretien. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des Alertes RDC. Mais avant de nous séparer en 30 secondes, nous parlons plus de la situation sécuritaire à l'Est et à l'Ouest, mais il y a également les sociales des Congolais qui ne marchent vraiment pas. La solution serait quoi pour les sociales? C'est que nous avons comme institution aujourd'hui, chaque institution doit jouer son rôle pleinement en attendant que d'autres des institutions plus légitimes soient mises en place. Les personnes qui sont ou les personnalités qui sont là à tous les niveaux doivent être responsables, mais pour qu'ils s'assument réellement, il faudrait qu'il y ait un mécanisme réel de contrôle des actions du gouvernement. Et ces mécanismes
peuvent être des mécanismes étatiques, mais aussi des mécanismes citoyens avec la société civile, telle que Alerte fait pour de temps en temps dénoncer ou faire des propositions, telles que beaucoup d'organisations de la société civile, le cadre de concertation et autres font pour accompagner l'action du gouvernement en leur disant là où ça ne marche pas pour qu'ils puissent rectifier les tirs. Et au centre de tout doit être la gouvernance et la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Merci beaucoup, M. Jeff Bambi. Merci à vous.